Vous nous avez vraiment préparé à ce qui s'est produit là, ce printemps. J'ai donné le cours de science-fiction cet hiver et il a été interrompu par la pandémie. Pour ma part, je dirais que j'espère que cette série de rencontres va durer le plus longtemps possible. J'espère qu'on n'aura pas un Zoom bombing. Bienvenue tout le monde en ce beau mardi matin. Bienvenue à notre table ronde du petit dictionnaire dialogué de la pandémie. C'est une table ronde qui est organisée dans le cadre d'une nouvelle série, une série Let's Chat, Conversons, dans le contexte de COVID, de pandémie et puis de nos champs d'enseignement et de recherche aussi dans nos départements. Donc, c'est organisé par le département d'études françaises et francophones en collaboration avec le Trent Center for Languages and Linguistics de l'Université de Trent. Donc, et les rencontres vont se faire en français, en anglais, de façon un peu alternée. Donc, cette première rencontre va se faire en français, mais au cours de l'été, dans les prochaines semaines, on va alterner les rencontres en anglais et en français. Donc, restez un peu à l'écoute. Il va y avoir d'autres tables rondes, dont une mardi prochain à la même heure. Alors aujourd'hui, donc, petit dictionnaire dialogué de la pandémie avec Laure Dubreuil, qui est professeure d'anthropologie à l'Université Trent. Caroline Durand, qui est professeure d'histoire et aussi d'études québécoises en histoire, et Juliane Thomas, qui est professeure en études françaises aussi à Trent. Et donc, la façon dont on va fonctionner, moi, je vais disparaître durant leur dialogue. C'est plutôt Juliane Thomas qui va prendre la relève avec Caroline Durand et Laure Dubreuil. Mais à la fin, si vous voulez rester pour des questions que vous pourrez poser dans les commentaires là, de Facebook, moi, je vais recueillir les commentaires et je vais les poser. Je vais revenir donc à la fin pour un peu prolonger la discussion. Alors, je vous laisse la parole et moi, je m'efface. Bien, bonjour, je m'appelle Julien Thomas et j'ai le plaisir d'animer la première rencontre de cette série à laquelle nous souhaitons, comme il se doit, longue vie. Donc, sous le titre « Petit dictionnaire dialogué de la pandémie », nous allons disserter sur un certain nombre de concepts, de sigles et de constructions lexicales qui, depuis quelque temps, sont devenus omniprésents dans le discours public et dans nos échanges quotidiens. Qui aurait imaginé, il y a quelques mois, que nous allions tous manier aujourd'hui, et encore avec naturel, des termes comme hydroxychloroquine, comorbidité, transmissibilité ou encore oxygénothérapie. Qui aurait pu prédire que des notions telles que plasma de convalescent, courbe épidémique, transmission communautaire ou taux de mortalité allaient se glisser jusque dans nos conversations les plus banales? Qui aurait pu prévoir qu'il serait aujourd'hui à la portée de tous de distinguer le virus de la bactérie, l'épidémie de la pandémie, la quarantaine du confinement et de l'isolement, la période d'incubation de la période de transmissibilité, et ainsi de suite? En un temps record, nous avons tous appris à parler la langue de la pandémie. Or, c'est à partir de son idiome, justement, qu'on va parler ici du coronavirus. Mais qui dit langue dit dictionnaire. C'est donc tout naturellement que nous est venue l'idée de créer un petit dictionnaire dialogué de la pandémie. Petit parce que, en effet, il est petit, c'est-à-dire très partiel, et dialogué parce qu'il prendra la forme d'une causerie. Mais ouvrons-le, ce dictionnaire, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on peut trouver, par exemple, à la lettre A? Agent infectieux, aplatir la courbe, asymptomatique, aidant naturel. Tiens, c'est intéressant ça. Caroline, pouvez-vous nous dire quelques mots sur les aidants naturels? Oui, donc quand on a commencé à discuter de ce concept de dictionnaire dialogué, j'ai pensé aux aidants naturels dont on parle de plus en plus durant la pandémie.
Donc, qu'est-ce que c'est un aidant naturel? Quelques synonymes d'abord. Parfois, on parle de proche aidant ou de soignant bénévole. Le gouvernement du Québec a une définition officielle des aidants naturels. C'est toute personne qui apporte un soutien significatif, continu ou occasionnel, à titre non professionnel, très important, à une personne ayant une incapacité. Donc, par exemple, un aidant naturel, ça peut être une personne qui prend soin d'un de ses parents vieillissants, qui est en perte d'autonomie. Ça peut être un adulte qui prend soin d'une personne qui vit avec un handicap. Ça peut être quelqu'un qui prend soin d'une personne qui vit avec une maladie chronique. Dans la province de Québec seulement, il y a plus de 400 000 femmes qui disent qu'elles ont le rôle d'aidante naturelle et un peu moins de 300 000 hommes qui exercent ce rôle-là. Et étant donné que ces gens-là travaillent, si on veut, d'une manière bénévole, des recherches estiment que si on remplaçait le travail des aidants naturels par des personnes payées à salaire minimum, ce travail-là aurait une valeur de près de 4 milliards de dollars seulement dans la province de Québec. Donc, les aidants naturels, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font? Ils donnent des soins personnels. Elles exécutent des travaux domestiques. Elles peuvent aider ces gens-là à s'alimenter. Les aidants naturels apportent du soutien émotionnel. Ils peuvent s'occuper de l'administration du budget pour une autre personne. Et ce sont des gens qui apportent aussi un appui aux soins médicaux. Donc, accompagner quelqu'un à un rendez-vous, s'assurer qu'une personne suive un traitement tel que prescrit, transporter une personne à différents lieux de soins. Moi, c'est un terme qui m'intéresse comme historienne parce que cette fonction-là d'aidant ou d'aidante naturelle est intimement liée à la socialisation des hommes et des femmes. Et c'est aussi quelque chose qui a fluctué dans le temps. Il y a eu des époques où est-ce que ce terme-là d'aidant naturel n'était pas vraiment en usage parce que les personnes qui s'entraidaient le faisaient à l'intérieur du foyer d'une manière qui était très peu visible publiquement. Mais avec la création d'institutions comme des centres de soins de longue durée, dont je vais parler plus tard, ces personnes-là non professionnelles qui participent aussi aux soins sont devenues, si on veut, l'objet d'une certaine définition. Les féministes questionnent le naturel, de aidant naturel, et c'est pour ça que j'ai commencé en proposant des synonymes, parce que souvent, les gens qui aident d'autres personnes le font parce qu'elles sont socialisées de cette manière-là ou parce qu'elles se sentent obligées de le faire. C'est pas toujours un choix très conscient. C'est des personnes qui sont très affectées par la pandémie. Beaucoup de leurs tâches sont plus lourdes parce que ces gens-là doivent combiner les soins à des personnes vulnérables avec des soins à eux-mêmes, des soins à d'autres membres de leur famille, de leur maisonnée. Et il y a beaucoup de services qui soutiennent les proches aidants qui ont été suspendus pour maintenir les critères d'isolement. Et puis, en même temps, les gens qui ont besoin de soins, les gens qui comptent sur les aidants naturels sont des gens qui peuvent vivre beaucoup plus de détresse, beaucoup plus d'isolement, et ce sont des personnes qui sont pas nécessairement en mesure de comprendre qu'est-ce qui se passe pendant la pandémie. Si on pense, par exemple, à un proche qui aide un parent vieillissant qui commence à avoir des défis cognitifs de plus en plus grands, ça peut être assez difficile d'expliquer à quelqu'un de 96 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer qu'est-ce qui se passe et comment ça se fait que soudainement, plus personne ne vient lui rendre visite. Ceux qui remplissent ce rôle-là peuvent aussi voir s'élever des obstacles par peur de transmettre le virus. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler un peu des aidants naturels aujourd'hui. Je crois que j'en ai dit déjà beaucoup. D'accord, merci beaucoup Caroline. Ouvrons à nouveau notre dictionnaire, au hasard cette fois-ci. La lettre F, fermeture de frontières, foyer d'infection, mais aussi le mot footing. Tiens, pouvez-vous nous en parler un petit peu, Laure, de ce mot footing qui est entré dans le français récemment, je crois? Je ne sais pas si c'est récent. Merci, Juliane. Je voulais juste dire un petit mot. Quand Juliane, tu m'as invité à participer, ma perspective, ce n'est pas tellement anthropologique. Moi, je suis spécialiste de préhistoire. C'est très loin de mon domaine. Mais peut-être vous l'entendez à mon accent, je suis d'origine française. J'ai beaucoup suivi l'actualité en France et beaucoup à travers la radio, les podcasts. Donc, mon choix de mots, ça s'est tourné vers les thématiques qui revenaient et qui m'intéressaient dans ces programmes radio. Et la thématique du footing aussi, c'est un clin d'œil à une amie québécoise
avec qui je vais faire du footing ou du jogging et qui se moquent souvent de cet anglicisme. Alors moi, je vais faire du jogging avec elle et elle fait de la course à pied. Et en fait, je pense que ça fait longtemps qu'on l'utilise, c'est bien ancré dans la langue française. C'est une thématique qui peut paraître légère au début, en tout cas. C'est une thématique qui a été débattue en France durant la mise en place des règles de confinement. Et donc, il fait appel à la variabilité des règles, comment elles sont appliquées, comment elles sont définies dans les différents pays, puisque j'ai fatalement été amenée à beaucoup comparer ce qui se passait ici et en France. Et donc, durant cette phase de confinement, elle commence un peu plus tôt en France, au début mars. Il y a un débat sur la possibilité de faire son jogging. Les règles sont un peu plus, je pense, contraignantes pour la France parce qu'on ne peut pas se déplacer à plus de 100 mètres de son domicile. Et si on le fait, on doit avoir une autorisation écrite qui explique pour des besoins essentiels, aller chez le médecin, faire ses courses. Et il y a beaucoup de contrôles policiers. Et parallèlement à cette mise en place, on constate qu'il y a beaucoup plus de Français qui font du jogging, peut-être une façon de pouvoir sortir, se défouler, décharger de l'énergie, puis de s'aérer. Et donc, au bout d'un moment, s'impose la nécessité de réglementer cet engouement pour le jogging et on finit par décider de restreindre ce droit qui est interdit entre 10h du matin et 19h, 7h de l'après-midi. Et ça, c'est destiné à éviter les contacts entre les joggeurs et les clients qui font la queue devant les commerces alimentaires sur les trottoirs étroits de la ville. Et donc, ça a donné, en fait, ça a engendré d'autres problèmes qui fait qu'il y avait des concentrations de joggeurs à certaines heures qui étaient aussi difficiles à gérer. Et en fait, cet exemple un peu léger, je trouve que ça fait bien écho aux difficultés, aux dilemmes posés par la mise en place de certaines règles de confinement, la nécessité de réguler des gestes simples, qui peuvent paraître simples et un peu anodins. Et aussi, ça montre la diversité des réalités selon les différents pays. Et donc, à ce sujet, j'ai été intéressée par aussi un témoignage d'un ressortissant chinois qui travaillait en France et qui s'est retrouvé confiné dans la province de Wuhan parce qu'il était allé là-bas pour des fêtes de famille. Il revient en France, il se retrouve confiné à nouveau et donc son témoignage radiophonique compare les deux réalités de confinement qui sont évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, très différentes, encore plus contraignantes en Chine qu'en France. Et lui, c'est intéressant, il fait un parallèle où il explique ça par la notion de liberté et qu'est-ce qui est limite ou une contrainte à nos libertés qui lie à ces règles de confinement. Et je trouve ça intéressant parce qu'au moment où, à l'heure actuelle, on déconfine en France, ces discussions sur la liberté ressortent beaucoup. Qu'est-ce qu'on a, de quoi on s'est privé? Qu'est-ce qu'on a été capable de restreindre par rapport à ce que la liberté de nos actions? Et notamment, elles ressortent dans le cadre des débats sur l'utilisation de logiciels de traçage. Voilà, c'était mon mot jogging qui nous a amenés loin. Merci Laure. Je propose qu'on ouvre à nouveau notre dictionnaire, toujours au hasard, bien sûr. La lettre S. Là, on trouve services essentiels, seuil de saturation du système de santé, soins intensifs, supercontaminateur. Arrêtons-nous un instant sur ce dernier concept. Un supercontaminateur ou une supercontaminatrice est une personne contagieuse qui contamine un nombre de personnes plus élevé comparé au nombre de personnes contaminées par un contagieux moyen. Telle serait la définition qui a été donnée au terme. Mais étant littéraire, en tant que littéraire, je ne peux m'empêcher en parlant de ce mot composé, de penser à mes étudiants qui me demanderaient, s'ils en avaient la possibilité, pourquoi supercontaminateur s'écrit avec un trait d'union, mais supermarché et super champion en un seul mot. Et ce que je leur répondrais, c'est que dans la majorité des cas, le préfixe super et le mot qui suit sont soudés. Les exceptions étant en général des mots de création récente, comme supercontaminateur, justement.
voilà, c'est ce que je voulais dire un petit peu en tant que linguiste et littéraire sur le mot supercontaminateur. Et j'aimerais maintenant qu'on choisisse un autre terme, un autre concept, et pourquoi pas en cible, pour continuer notre exploration du dictionnaire. Par exemple, CHSLD. Caroline, est-ce que vous savez quelque chose sur la signification de cet acronyme? Alors, les gens qui s'alimentent en nouvelles dans les médias québécois sont probablement familiers avec cet acronyme depuis le début de la pandémie. CHSLD est tellement utilisé au Québec que c'est presque comme un mot. Il arrive qu'on l'utilise sans dire ce que c'est. Et qu'est-ce qu'un CHSLD? C'est un centre d'hébergement et de soins de longue durée. En France, un équivalent serait les EHPAD, hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Au Québec, ces centres d'hébergement sont apparus dans les années 1970 suite à une commission d'enquête qui recommande la mise en place d'un système de santé public gratuit, universel et accessible à tous. Et puis, avant qu'on invente les CHSLD, les personnes âgées en perte d'autonomie, soit qu'elles restaient dans leur famille aussi longtemps que possible, et d'ailleurs, dans le Québec agricole, prendre soin des parents en perte d'autonomie faisait partie des responsabilités de ceux qui héritaient de la ferme familiale. Donc, si on héritait de la ferme de ses parents, il allait sans dire que les parents allaient rester sur la ferme aussi longtemps que possible. Donc, il y avait cette option-là qui était très répandue dans les campagnes québécoises, assez loin, donc jusqu'au début du 20e siècle. Et d'autres institutions qui existaient aussi, c'était des institutions religieuses qui étaient vouées aux personnes âgées, malades, qui n'avaient personne qui en prenait soin. Et dans les années 1970, après de grandes réformes, le gouvernement québécois a changé ça. Ça a apporté toutes sortes d'impacts, comme la spécialisation et la professionnalisation des soins. On a créé une catégorie de personnes, on appelle les gens qui vivent dans les CHSLD des bénéficiaires. Avec le temps, ces lieux-là sont devenus des milieux de soins qui s'occupent de gens qui sont considérés incurables. Ce qui fait en sorte qu'il y a une perception très, très négative des CHSLD au Québec. Et cette perception négative-là est entretenue par la pandémie parce que les CHSLD sont des lieux où les gens sont très vulnérables à la maladie et sont des lieux de contagion. Comme en Ontario, les endroits où les gens sont le plus susceptibles d'attraper la COVID-19 et d'en décéder sont les résidents des CHSLD. Il me semble que c'est un terme utile à placer dans notre dictionnaire. Ce sont vraiment des lieux qui ont été sous la loupe du public beaucoup plus qu'ils ne le sont d'habitude. Ceci dit, ça fait des années que les gens dénoncent les piètres conditions de vie qui ont souvent cours dans ces centres d'hébergement-là, tant au Québec que dans d'autres provinces canadiennes. Ce sont des lieux qui manquent souvent de personnel. Les préposés qui y travaillent reçoivent souvent de bas salaires. Au Québec et en Ontario, on a même demandé aux vaillants soldats de l'armée canadienne d'aller prêter main forte au personnel des CHSLD. Et suite à la publication de rapports sur la situation, soudainement, les gens réalisent que vivre et travailler en CHSLD, c'est vraiment pas facile. Mais bon, c'est pas une nouvelle information pour beaucoup de gens. Okay. D'accord, merci beaucoup Caroline. Faisons maintenant une grande enjambée jusqu'à la lettre P. P comme pangolin, pourquoi pas. Pourriez-vous nous dire, Laure, ce qu'on devrait savoir aujourd'hui sur ce singulier mammifère? Oui, alors j'ai choisi ce mot et je ne vais pas tellement vous parler du pangolin, en fait, qui effectivement est un petit mammifère, si je ne m'abuse, insectivore à écailles. Mais plus je l'ai choisi comme emblématique des efforts qui ont été mis dans la recherche pour comprendre la genèse de la maladie. Et plus précisément, un des aspects que je trouve un peu vertigineux, si on le regarde rétrospectivement, c'est de retrouver le patient zéro quand tout a commencé. Et le premier humain infecté par le virus et l'animal à l'origine de sa transmission. Donc,
il semble avéré aujourd'hui, là, si je suis bien informée, que le réservoir, donc c'est-à-dire l'animal qui héberge le virus, soit bien la chauve-souris. Bien qu'on ignore précisément quelle espèce. Et le rôle des chauves-souris en tant que réservoir de virus est étudié depuis longtemps. Et on souligne notamment l'importance de la biodiversité, la diversité spécifique, le fait que ce sont des espèces qui sont capables de se regrouper entre elles, qui ont une grégarité aussi interspécifique, donc elles ont des espaces où elles restent longtemps, ce qui permet aux mammifères d'échanger les virus entre eux, aux virus de se recombiner et devenir de plus en plus divers, de trouver des nouvelles cibles à infecter. Donc, chauve-souris bien identifiée. Dans le cas du pangolin, ce qu'on cherche à savoir, c'est quel pourrait être en fait l'hôte intermédiaire. On sait que c'est pas transmis direct de la chauve-souris à l'homme. Il y a eu un hôte intermédiaire. Et le pangolin a été suggéré comme étant cet hôte intermédiaire, mais là encore, c'est débattu par les chercheurs. Donc, je pense que l'animal qui a joué ce rôle n'est pas encore clairement identifié. Et ça m'interroge en tant qu'anthropologue sur les relations homme-animal sauvage, dont on a beaucoup parlé par rapport à cette genèse, cette transmission. Quelles pratiques, et en particulier les pratiques alimentaires qui sont considérées comme acceptables, non, ou dangereuses d'un point de vue sanitaire, par exemple, ou des pratiques qui, comme par exemple les brochettes de chauve-souris, sont mises sur le grill par certains commentateurs. Donc, si on place la perspective de l'évolution humaine, en fait, ce serait plutôt la consommation centrée sur un nombre restreint d'espèces, tel qu'on l'a fait aujourd'hui, qui apparaît anormal. Donc, dans une perspective de la préhistoire, il y avait une consommation beaucoup plus diverse d'animaux sauvages. Donc, moi, ça ne me choque pas forcément, ce contact entre l'homme et le sauvage. Et enfin, je voudrais dire que certains chercheurs ont souligné qu'il y a des activités humaines différentes de la consommation de ces espèces-là qui pourraient avoir joué un rôle important dans la genèse de cette pandémie. Elles seraient liées aux pratiques agricoles modernes, aux déforestations, l'urbanisation, qui empiètent sur l'écosystème naturel de certaines espèces animales sauvages et qui favorisent certains contacts avec l'homme ou les élevages d'animaux domestiques. Voilà. D'accord, merci beaucoup Laure. Alors, du pangolin, on va passer maintenant au point à point, cette forme de salut qui est devenue ce qu'on appelle un geste barrière et qui consiste à se cogner légèrement point contre point. Le point à point a remplacé dans cette période la poignée de main, celle-ci étant totalement déconseillée du reste. Mais là encore, je suis amené à penser à mes étudiants qui se demanderaient, d'une part, si ce mot composé comporte des traits d'union, d'autre part, s'il est variable, c'est-à-dire si au pluriel, il faut ajouter un S à la fin de point, que ce soit le premier point, le second ou les deux, pourquoi pas. Eh bien, comme c'est un mot nouvellement créé, les choses n'ont pas encore été tranchées, ni pour le trait d'union, ni pour le pluriel. On ne sait pas encore si ce mot va évoluer comme tête-à-tête, où on a deux traits d'union, comme mot à mot, où les trois mots sont indépendants, ou encore comme face à face, qui peut s'écrire des deux façons. Concernant le pluriel, on sait que dans le cas des mots composés formés de deux noms et une préposition, seul le premier des noms prend un S au pluriel. Mais évidemment, il y a aussi des exceptions, comme tête-à-tête, justement. Vous voyez donc que pandémie et linguistique ne s'excluent pas du tout, mais je m'empresse de mettre un point final à mon point de grammaire sur point à point. Et je propose qu'on poursuive l'exploration de notre petit dictionnaire. Toujours à la lettre P, on trouve le syntagme préposé au bénéficiaire. Caroline, pouvez-vous nous dire quelques mots là-dessus? Oui, en fait, je poursuis un peu ce que je disais au sujet des CHSLD avec ce terme-là. Les préposés aux bénéficiaires, ce sont en quelque sorte les aidants non naturels qui travaillent dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée. Ce sont des personnes qu'on appelle aussi parfois des aides-soignants. Donc, ces gens-là administrent des soins d'hygiène. Ce sont des gens qui vont aider à la prise des repas, qui vont
accorder du soutien moral, qui vont être beaucoup en contact avec les proches aidants et les membres de la famille des personnes qui habitent dans les CHSLD. Et ce sont des personnes qui n'occupent pas un travail très prestigieux, hein, on se le dit. Ce n'est pas très bien payé que d'être préposé aux bénéficiaires. C'est un emploi très féminin. Ce sont souvent des personnes qui sont d'immigration assez récente, qui sont préposés aux bénéficiaires. C'est un métier qui est considéré comme très peu spécialisé, mais ça fait aussi partie de cette espèce de gamme de métiers que l'on désigne souvent, même en français, comme le care. Donc, ce sont les personnes qui donnent des soins à d'autres personnes. Et c'est peu spécialisé parce que c'est féminin et puis parce qu'on considère que prendre soin des autres, c'est quelque chose de naturel pour les femmes. Donc, on se retrouve encore avec quelque chose d'un peu sexiste dans la structure de l'emploi quand on pense aux préposés, aux bénéficiaires. On les voit souvent comme des gens qui se dévouent, comme si ce métier était une espèce de vocation. Et puis, auparavant, il y avait beaucoup de religieuses, surtout dans les institutions catholiques, qui occupaient ce genre de fonction-là. La crise actuelle montre que c'est un travail qui mérite beaucoup plus de reconnaissance sociale et un meilleur salaire, parce que attirer des gens dans ce métier-là, c'est pas facile. C'est un métier qui est très difficile. La crise révèle les inégalités de genre dans le domaine de la santé. Donc, ces gens-là, qui sont pourtant indispensables au fonctionnement du système de santé, exercent le métier qui est le moins spécialisé. Et c'est aussi un métier féminin. C'est aussi un métier qui est occupé par des gens d'immigration récente. Au Québec, le gouvernement a décidé d'accorder plus d'attention aux préposés aux bénéficiaires en créant un phénomène, en créant un programme de formation accélérée pour 10 à 12 000 nouvelles et nouveaux préposés aux bénéficiaires. On a également offert un ajustement salarial. Encore une fois, c'est quelque chose que beaucoup de gens demandaient depuis longtemps. On peut se demander si ce sera suffisant pour améliorer les soins et puis pour rendre ce métier-là plus attrayant. Enfin bref, c'est un de ces petits métiers peu visibles qui est devenu très, très visible récemment et qui provoque beaucoup de débats et d'observations sociales et politiques. Bien, merci beaucoup, Laure. Caroline, pardon. On va faire un grand saut en arrière maintenant jusqu'à la lettre I, I comme immunité. Pourriez-vous, peut-être, Laure, nous dire quelques mots sur la place de cette notion dans le contexte actuel? Alors, immunité, c'est encore un mot que j'ai choisi pour renvoyer à toutes les recherches qui sont faites pour comprendre le virus, comment il fonctionne. Et à un moment donné, il y a eu un débat sur la capacité de la réponse immunitaire des patients, la capacité de développer une protection par les personnes qui ont été infectées. Et c'était assez, je trouve, un débat assez angoissant. Et donc, je voulais juste faire part d'une étude qui a été publiée récemment. Alors là, je vous ramène encore en France. En France, où au début de l'épidémie, il y a une grande préoccupation pour trouver les principaux foyers infectieux, comme les super foyers, hein, pour reprendre ton super contaminateur. Là, c'était des super foyers qu'ils appelaient aussi des clusters. Et puis, on voit que très vite, ils ont francisé, parce que le mot anglais était beaucoup utilisé au début. Et un de ces foyers infectieux avait été identifié dans le Grand Est. Et il s'est déclaré suite à un rassemblement évangélique qui s'était tenu à Mulhouse à la mi-février. Donc, à la mi-février, il y a cet événement. Et suite à cet événement, de nombreux cas de contamination et une contamination importante du personnel hospitalier de la ville de Strasbourg. Et donc, suite à cette contamination, des semaines après, ils ont analysé la réponse immunitaire, donc principalement des travailleurs dans ce centre hospitalier à Strasbourg qui avaient été testés positifs. Et donc, ça permet d'avoir un petit peu de recul, 6 semaines de recul, où ils voient que il y a donc effectivement une production d'anticorps et que ceci possède bien une action neutralisante contre le coronavirus,
après 6 semaines après avoir été contaminée, 6 semaines après avoir été guérie en fait. Donc voilà, c'était cette étude que je voulais souligner. D'accord, merci beaucoup Laure. Et si on retournait maintenant à la lettre C, parce qu'il y a beaucoup de mots qui commencent par C, des mots qui sont utilisés ces jours-ci, et à la lettre C, c'est la star du vocabulaire de la pandémie qui nous attend. Il s'agit bien sûr du mot Covid, acronyme anglais de Coronavirus Disease, parce que c'est ainsi qu'on appelle en anglais la maladie infectieuse qui met depuis quelque temps la planète entière sans dessus-dessous. Comme si cela ne suffisait pas, même le nom de la maladie dans les pays francophones est devenu source de préoccupation, sous l'aspect notamment du genre qu'il faudrait lui attribuer. Est-ce qu'on devrait dire le ou la Covid? Dans l'usage courant, le masculin semble l'emporter sur le féminin. Pourtant, l'Office québécois de la langue française et l'Académie française estiment qu'il faudrait plutôt dire la Covid. La règle voulant qu'en français, le genre d'un acronyme soit donné par le genre du nom qui constitue le noyau du syntagme dont il est l'abréviation. Ainsi, le noyau du syntagme Coronavirus Disease étant le mot disease, maladie, c'est le genre du mot maladie qu'il faudrait attribuer au mot Covid. Mais ce mot n'a pas fait que donner du fil à retordre quand même. Il a aussi stimulé la créativité de certains, ayant servi par exemple à l'élaboration d'un certain nombre de mots valises comme mélancovid, qui se réfère à l'impact psychologique du confinement, Covidivorce, là le signifié est évident, ou encore Covidio, une personne qui doute de l'existence de la Covid-19, un coronasceptique, autrement dit. Mais restons encore un moment sur la lettre C, parce que je vois ici un autre sigle intéressant, CPE. Pour expliquer cet acronyme, c'est encore Caroline, je crois, qui va nous venir en aide. Donc oui, c'est un autre acronyme qui est en usage quotidien au Québec. Un CPE, c'est un centre de la petite enfance. En France, on pourrait peut-être appeler ça une crèche ou un jardin d'enfants. Communément, on appelle ça une garderie. Ce que le CPE a d'unique, c'est que c'est un centre de la petite enfance financé par le gouvernement et dont l'objectif est de fournir des places en garderie abordables. Ce sont des garderies qui ont été créées par le gouvernement du Québec dans les années 1990 et l'objectif, c'était de permettre à un maximum de femmes d'occuper un emploi. La logique est la suivante. Puisque les métiers majoritairement féminins demeurent en moyenne moins payés que les métiers majoritairement masculins, lorsque ménage se demande est-ce que ça vaut la peine que les deux conjoints aillent travailler ou est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'un des deux conjoints reste à la maison pour s'occuper des enfants dans la période préscolaire, ben, le calcul était souvent que c'est la femme qui va rester à la maison parce que de toute façon, elle ne gagne pas assez cher pour couvrir les frais de garderie et en plus réaliser un profit. Donc, le CPE, l'objectif du CPE, c'est de pallier à ce problème-là en offrant des places en garderie si abordables que même une personne qui gagne un salaire très, très, très modeste va quand même réaliser un bon bénéfice économique en utilisant un service de garde. Ça fait donc en sorte que le Québec offre les places en garderie les moins chères en Canada. Et si on regarde les statistiques des femmes qui ont des enfants d'âge préscolaire, c'est au Québec où les mères d'enfants d'âge préscolaire sont proportionnellement les plus nombreuses à aussi occuper un emploi rémunéré à temps plein. La COVID, ou le COVID, que sais-je, a fait en sorte que l'accessibilité aux garderies s'est réduite drastiquement au Québec comme ailleurs. À toute fin utile, les seules personnes qui pouvaient encore obtenir une place en garderie étaient les personnes qui occupaient un emploi que l'on dit essentiel. Donc, les gens qui travaillent dans le service de santé, dans les services publics, dans les services d'urgence, bénéficiaient encore de l'accès à leur place en garderie. Mais pour toutes les autres personnes, la fermeture des garderies signifie qu'il faut qu'il y ait un parent qui reste à la maison. Et on se retrouve encore une fois à cette inégalité structurelle où c'est plus souvent la mère que le père qui va se retrouver à rester à la maison pour prendre soin des enfants durant la crise. Comme les écoles, les garderies ouvrent progressivement,
Ce sont des milieux qui soulèvent toutes sortes de questions. Comment on protège les enfants durant une pandémie sans leur nuire? Est-ce que c'est possible de prendre soin d'enfants qui sont en pleine acquisition du langage en portant un masque? Est-ce que c'est possible d'imposer la distanciation physique à des enfants qui ont besoin de toucher et de sentir? Donc, c'est toutes sortes de questions qui se sont posées au sujet de la place des enfants durant la pandémie. On se demande comment ils réagissent, eux, au virus. Est-ce qu'ils le propagent facilement? Est-ce qu'ils développent les mêmes symptômes que les autres personnes? Donc, ce sont des lieux qui exacerbent ces interrogations-là. Et pour les gens qui travaillent dans les CPE, il y a aussi toutes sortes d'autres questions qui se posent, mais je pense que je vais les garder pour plus tard. D'accord, merci beaucoup Caroline. J'essaie d'accélérer et je vais maintenant me tourner vers Laure pour lui demander si, après nous avoir parlé du pangolin, elle pourrait nous dire quelques mots sur le hamster. Oui, volontiers. Et j'ai choisi, c'est un mot qui m'a amusée, donc je l'ai mis ici parce que c'est un mot qui a apparemment été suggéré par les Allemands et repris, je pense, dans la presse québécoise et aussi française. C'est un mot donc utilisé pour désigner les personnes qui font des réserves d'épicerie ou de produits essentiels. Et je trouvais ça une façon assez légère de parler de ce phénomène. Donc moi, quand les restrictions sont arrivées, le début du confinement, j'étais en fait en Allemagne pour une conférence. Et c'était le début d'un voyage de recherche que j'ai dû écourter pour rentrer au Canada. Et alors, quand j'étais en Allemagne, les gens me décrivaient les épiceries qui se vidaient, le manque de papier toilette. Après, le confinement est arrivé un petit peu plus tard, je pense, en France. C'est là, même phénomène. Et puis après, je l'ai vu arriver aussi au Canada. À chaque fois aussi, le papier toilette est dans des positions assez hautes dans les produits qui étaient dévalisés. Ce qui m'a fait me poser de nombreuses questions sur comment on définissait les produits essentiels, mais aussi pourquoi on faisait des réserves. Alors là, peut-être que Caroline elle aura plus de perspectives là-dessus. Moi, j'ai pas vraiment. Je me rappelle en France de gens qui ont vécu des situations traumatisantes comme l'occupation allemande, qui continuaient bien longtemps après l'épisode de faire des réserves de nourriture chez eux. Et donc, je pense que c'est vraiment lié à la peur de manquer. Il y a eu des sondages plus tard en France qui ont montré que 40% des Français avaient peur d'un manque de nourriture. Des questions de souveraineté, d'alimentation, qu'est-ce qu'on produit, est-ce que les transports vont s'arrêter, quelles vont être les conséquences pour nous. Et aussi, il y a une étude que j'ai entendue par un sociologue que j'ai trouvé intéressant qui reliait ce comportement de faire des réserves à une réaction, en fait, un besoin d'agir lorsqu'on se sent impuissant. Donc, un besoin de garder le contrôle sur une situation qui nous échappe. Voilà, c'était mon mot hamster. D'accord, merci beaucoup Laure. Continuons de feuilleter notre dictionnaire. À la lettre E, on a le mot éducatrice. Caroline? Oui, donc je poursuis en fait, il y a une continuité aussi avec CPE. Les éducatrices, ce sont encore une fois les femmes. Je vais dire femmes parce que c'est une profession qui est très majoritairement féminine. Donc, ce sont les personnes qui travaillent dans les centres de la petite enfance et les garderies. Comme les préposés aux bénéficiaires, ce sont aussi des personnes qui gagnent des salaires assez modestes et elles ont vu leurs tâches alourdies considérablement par la pandémie. Elles font en fait aussi partie des travailleurs et travailleuses essentielles parce qu'il a fallu qu'il reste des éducatrices dans les garderies pour garder les enfants des autres travailleurs essentiels. Donc, finalement, leur rôle à elles est tout aussi essentiel que celui des infirmières qui ont besoin de faire garder les enfants pour aller à leur corps de travail. Donc, elles ont eu l'obligation de travailler durant la pandémie pour certains services essentiels. Certaines de leurs tâches ont été alourdies dans plusieurs grands centres de la petite
d'enfance, on ajoute une éducatrice à temps plein toute la journée pour tout nettoyer. Donc, chaque jouet, chaque aire de jeu doit être nettoyé aussi souvent possible. Donc, leurs tâches liées à l'hygiène des enfants ont beaucoup augmenté. Et en fait, ça jette aussi une lumière sur ce qui permet à notre société de travailler normalement. Et ça montre à quel point il y a énormément de travail féminin auquel on pense pas souvent, qui est absolument essentiel à cette fameuse reprise économique que tout le monde espère pour après la crise. Donc, on compte beaucoup sur elle. Merci, Caroline. Allons revisiter maintenant la lettre H, où on trouve un mot qui a été sur toutes les lèvres de ces dernières semaines. Il s'agit du mot hydroxychloroquine. Pourriez-vous nous en dire quelques mots, Laura? Oui, alors je ne vais pas vous donner la réponse à la question. Et j'ai choisi ce mot effectivement parce qu'il a été beaucoup débattu, tout spécialement en France. Donc quand on écoutait les médias français, ça revenait très souvent en raison de la figure du professeur Didier Raoult, qui est donc directeur de l'Institut, alors là je lis mes notes, hospitalo-universitaire Méditerranée Infection de Marseille. C'est donc un spécialiste en épidémiologie qui a fait beaucoup de terrain et je pense qu'il il a utilisé avec succès dans différents terrains la molécule, le médicament. Donc il fait sa promotion et ça a donné lieu, comme vous le savez, à beaucoup de débats sur son efficacité. Et ce que j'aimerais souligner en fait en travaillant, en discutant ce mot, plusieurs aspects que je trouve assez intéressants. D'abord, c'est comment se fait la recherche et la place centrale des tests à l'aveugle, ou comme on dit en France, des échantillons randomisés, en bon français, pour avoir des résultats fiables sur les recherches médicales, et pourquoi c'est fait par certains et pas d'autres. Aussi l'importance de la transparence, de publier ces données, qui a pu être mise en évidence dans les dernières recherches sur l'hydroxychloroquine. Et en fait, aussi le fait que vis-à-vis du grand public, tous ces débats et ces opinions divergentes sur la molécule a pu donner un sentiment de méfiance par rapport à la science. Et en fait, je pensais que c'est important de souligner que ce qu'on voit là, c'est une science qui est en train de se faire. Donc, c'est une phase d'exploration et au contraire, c'est sain et c'est normal qu'il y ait ce genre de débat. Et donc, qui peut, bien que ça peut paraître peut-être de façon extérieure comme un cafouillage, ou est-ce qu'on peut vraiment se fier à la science, mais c'est le processus de recherche en fait qui marche comme ça. Et ensuite, un aspect aussi que j'ai trouvé surprenant, qui m'a surpris, c'est que c'est une molécule qui est qualifiée en France de partisane. C'est-à-dire quand ils font les sondages d'opinion, ils voient que d'abord tous les Français 80% des Français ont une opinion sur son efficacité, seulement 20% admettent ne pas savoir, et ce qui reflète bien l'omniprésence de ces débats dans la presse. Chacun pense en savoir assez pour se forger une opinion. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les partisans, ils vont se retrouver dans des partis un peu aux extrêmes, des partis qui sont anti-orthodoxie ou anti-pouvoir en place. Donc, il y a les personnes comme en marge de la société qui se reconnaissent plus, qui vont plus défendre la molécule. Et certains journalistes mettent ça en parallèle avec les discours du professeur Raoult lui-même, qui se présente un peu comme un renégat, une star dans les interviews, mais aussi un renégat en bataille contre l'orthodoxie de la médecine. Et donc, il y a des partisans de la molécule vont se reconnaître dans ce personnage-là. Voilà. D'accord, merci Laure. On aura compris que notre dictionnaire n'est pas de caractère conventionnel, donc il ne va surtout pas se terminer par la lettre Z. Ainsi, nous avons gardé pour la fin plutôt deux mots qui commencent par l'initiale A.
Les deux mots en question sont le mot auto-isolement et autosurveillance. On parle d'auto-isolement lorsqu'une personne présentant des symptômes de la COVID-19 se sépare provisoirement des autres membres de sa famille et de sa communauté afin d'éviter la propagation du virus, alors que l'autosurveillance, quant à elle, consiste à surveiller à soi-même son état de santé, pour déceler l'apparition des symptômes de la COVID-19. Mais encore une fois, je ne peux évoquer ces deux termes sans penser à mes étudiants qui aimeraient savoir pourquoi auto-isolement s'écrit avec un trait d'union, mais pas autosurveillance. Car en effet, si tout le monde est d'accord pour écrire auto-isolement avec un trait d'union, pour autosurveillance, les choses ne semblent pas encore être tranchées, bien que la plupart de ceux qui s'en servent l'écrivent en un seul mot. Et ils ont bien raison de procéder ainsi, parce que, sauf quelques exceptions, le préfixe auto n'est suivi par un trait d'union que dans deux cas, à savoir lorsque le mot qu'il précède commence par les voyelles U ou bien I, comme isolement justement. On utilisera donc le trait d'union pour auto-isolement, mais pas pour autosurveillance, surveillance commençant par la lettre S. Maintenant, en connaissant cette règle, plus personne ne se trompera, à condition bien sûr qu'on veuille bien autosurveiller son écriture. Et c'est là qu'on va arrêter la lecture de notre petit dictionnaire de la pandémie. Bien sûr, avant de nous séparer, on va peut-être demander à nos fidèles auditeurs s'ils ont des questions à nous poser, ou peut-être nous, on aurait des questions à poser l'un à l'autre. Alors, je reviens pour cette partie. Merci Laure, Caroline et Juliane, c'était vraiment très intéressant, très instructif. Je vais aller voir en fait sur Facebook s'il y a des questions, et moi aussi j'ai plein de questions qui me sont venues à vous écouter aussi. Je peux peut-être commencer par une question en fait, et puis bon, si vous avez des questions aussi. Juste une première réaction, j'ai bien aimé, à certains moments, on a entendu parler d'une espèce de ménagerie de la pandémie. Je sais pas si c'est vraiment une question ou une blague, mais bon, vous parliez de pangolins, de chauves-souris, de hamsters. Est-ce qu'il y a un autre animal qu'on pourrait anthropomorphiser comme ça et rapprocher de la pandémie? Est-ce que la pandémie vous inspire un autre animal? Je vais laisser la question en plan parce que je sais que c'est une question un peu amusante, mais si jamais vous y pensez, vous pourrez rebondir sur cette question-là. Mon autre question, en fait, c'est plus sérieuse, un peu plus sérieuse. C'est, est-ce que vous pensez que la façon dont on classe les concepts selon le lexique, par exemple, Laure nous parlait de footing, qui est moins utilisé de ce côté-ci de l'Atlantique, qui est très populaire en France, par exemple. Donc, est-ce que la façon dont on classe les concepts, et je pensais aussi au CHSLD, qui est une notion qui existe au Québec, avec une légère variation qui existe aussi en Ontario, mais qui va exister peut-être de façon différente dans d'autres pays. Donc, est-ce que cette façon-là de classer un peu le lexique et les notions peut nous en dire un peu plus sur la façon dont chaque région aussi et chaque pays ont pu réagir, percevoir la pandémie, classer la pandémie? Alors, c'est une question que je vous lance. Il y a eu les mêmes débats au Québec, en France, avec le sigle là-bas, c'était les EHPAD. Je ne sais pas détailler ce sigle, mais exactement le même phénomène, de grands foyers infectieux sur les mêmes types d'établissements. Moi, ce que je remarque avec les termes que j'ai choisis, c'est l'aspect bureaucratique de la réponse qu'il y a à la pandémie. Les gens, maintenant, s'attendent à ce que le gouvernement agisse, qu'il le fasse de manière très structurée, très, très, très organisée. Puis, il y a toute cette définition de rôle, puis des attentes sociales par rapport aux personnes qui remplissent certains rôles. Tout ça va rester analysé, je pense, après la pandémie, mais je réfléchissais à mon choix de termes pour le dictionnaire. Puis, ben, c'est ça, je trouve que j'ai des termes très bureaucratiques.
qui reflète, je pense, probablement la manière dont nos sociétés modernes s'organisent, puis la manière dont on réfléchit au rôle des pouvoirs publics dans une situation comme celle-là. Et je me demandais, Caroline, quand tu parlais de aidant naturel, si c'est un terme qui a été revisité, redéfini avec la pandémie, ou c'était des définitions déjà utilisées, qui ont été... Oui, ce sont des définitions déjà utilisées. Je dirais depuis la création de ces structures-là, les CHSLD, les autres centres de soins pour les personnes en perte d'autonomie, les gens qui aident mais qui ne sont pas des professionnels de la santé, on leur a maintenant accordé un peu ce titre-là. Puis bon, l'usage varie. Il y a des gens qui vont parler d'aidant naturel, de proche aidant, justement parce que ce mot-là, naturel, ça donne l'impression que ça va de soi, quand dans le fond, ça ne va pas vraiment de soi pour tout le monde qui remplit ce rôle-là. Puis ben, il y a des gens aussi au Québec qui sont devenus de véritables porte-parole des proches aidants. Moi, je pense, quand je pense à ce terme-là, moi, je pense à la figure de Chloé Sainte-Marie, qui est une artiste qui a pris soin de son conjoint Gilles Carle pendant des années, alors qu'il était atteint d'une maladie dégénérative. Puis, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé une institution pour donner de l'aide aux gens qui aident. Parce que ce sont souvent des personnes, les proches aidants, qui croulent absolument sous le poids de toute l'aide qu'ils doivent apporter à d'autres personnes autour d'elles. Donc, c'est des gens qui font l'objet, je dirais, d'une certaine sympathie chez une partie de la population. Oui, ça répond un peu. J'avais une autre question quand tu parlais, c'est pourquoi on a besoin de définir aidant naturel. C'est étrange quand même qu'on ait un mot pour ça. Quand on y pense, je pense que ça a vraiment émergé dans un monde moderne où on compte beaucoup sur les institutions et les services publics pour accomplir toutes sortes de choses qui auparavant tombaient de manière très évidente dans l'univers de la vie de famille, de la vie domestique, puis pour lequel finalement on n'avait pas nécessairement un terme spécifique. Ça témoigne de profonds changements, je pense. Ta question sur les animaux, Sylvie, je dirais chien. Parce que au moment de déconfiner, il y a un philosophe connu en France qui parlait justement de cette notion de liberté. Qu'est-ce qu'on avait été capable de sacrifier notre liberté d'action. Et notamment, il soulignait le fait que bien que les gens n'aient pas eu le droit de se promener, tu pouvais sortir promener ton chien. Alors, les humains n'avaient pas le droit de se... Et ils trouvaient que c'était une aberration. Mm-hmm. Est-ce que je peux commenter sur les termes choisis par Laure? Ouais. Je trouve qu'avec les mots que tu as choisis, Laure, tes interventions soulignent beaucoup à quel point, depuis quelques mois, collectivement, on avance dans l'inconnu. Il se pose tellement de questions, puis comme tu le disais, on voit la science en action. Donc, pour énormément d'aspects de cette maladie-là, on n'en a pas de réponse. Puis ben, ça fait en sorte que le débat public peut devenir polarisé très rapidement, mais en même temps, on voit des gens changer d'idée, des fois pratiquement du jour au lendemain. Ça va déstabiliser certaines personnes. C'est une situation vraiment, vraiment particulière que de progresser comme ça avec tellement de questions qui se posent, puis pour lesquelles des choses pour lesquelles on va avoir des réponses seulement dans quelques années. Hein. Oui, il y a des observations des gens qui font de l'épistémologie qui ont noté qu'il y a un rythme de publication sur la COVID qui s'est accéléré. Et pareil, on se demande quel recul on a, comment les gens font pour écrire, faire les recherches dans un temps aussi court. Et je pense que à l'avenir, il y aura des études intéressantes là-dessus, sur cette accélération de production scientifique à ce moment-là. Puis je pense que Ouliane aussi, tes interventions soulignaient ça, mais plus au niveau linguistique, on invente un vocabulaire, les questions se posent comme comment on parle de ça même. Même les mots pour le dire doivent être choisis en cours de route. Comment on parle, mais aussi
comment on parle, mais aussi comment on écrit. C'est ce que j'ai essayé de souligner dans mes interventions. Et j'ai pensé pour répondre à la première question de Sylvie, j'ai pensé à la taupe, mais c'est pas très original, ma réponse. Mais je continue de réfléchir, mais quand je pense qu'au début de la pandémie, je sortais plutôt la nuit pour éviter de tomber sur des gens, il faudrait que je trouve un animal nocturne. Mais je ne l'ai pas encore trouvé. On peut penser à la marmotte qui était censée sortir en février, mais qui est retournée pour très longtemps dans sa tanière aussi. Juliane, ce qui m'a marqué dans tes interventions, c'est qu'il y a beaucoup de questions sur les traits d'union. Je me demandais si c'était pas une métaphore sur la distanciation sociale. Oui, mais voilà, oui, ça pourrait l'être. Mais je pense qu'il y a beaucoup de traits d'union parce qu'il y a beaucoup de mots composés. Donc, on a été obligé de créer de nouveaux concepts. Et voilà, on a eu le plus simple, c'était de faire des mots composés, d'allier des termes comme ça. Mais après, il faut voir comment ça s'écrit. Très concrètement, on a fait avec ce qu'on avait déjà. Oui. Quand j'écoutais aussi vos mots, je me disais à quel point ces mots-là font ressortir aussi la connotation de tous ces mots-là, fait ressortir les inégalités sociales aussi, quand on parle des CHSLD, mais quand on parle aussi juste du mot confinement. Bon, il y a eu des blagues qui ont été faites surtout au début de la pandémie sur les personnes extrêmement aisées qui écrivaient des journaux déchirants de confinement dans leur domaine, quelque part dans le sud de la France. Il y a eu un peu des blagues. Mais c'est vrai qu'en même temps, le mot confinement n'a pas le même sens quand on a le luxe d'être à 1 ou 2 personnes dans une grande maison ou alors d'être à 10 personnes dans un petit 2 pièces dans un quartier. Bon, à Montréal, il y a eu aussi des cas de pandémie, ou à Toronto aussi, dans des quartiers plus défavorisés, où les gens sont à plusieurs aussi dans les appartements et où c'est difficile de ne pas sortir parce qu'on est coincé à partout. Donc, tout ça faisait ressortir un peu les inégalités aussi, les inégalités raciales aussi avec les CHSLD, les préposés aux bénéficiaires qui sont en partie des employés immigrants ou des employés issus de l'immigration, racisés et tout ça. J'avais l'impression qu'il y avait toujours une connotation un peu différente de ces mots-là selon l'endroit de la société où on se plaçait. Puis même dans des comportements comme celui dont l'on parlait avec le terme hamster, c'est pas tout le monde qui peut être un hamster et qui peut adopter ce comportement-là au moment stratégique où il y a encore les biens convoités au magasin. Donc, il y a des gens qui se sont retrouvés à manquer de certaines choses, comme d'autres craignaient que ça pouvait arriver, parce que ça prend quand même de bonnes ressources financières pour aller dans un magasin à grande surface puis se remplir 3 paniers de biens essentiels. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un mot, selon vous, qu'on n'a pas assez entendu durant la pandémie et dont vous aimeriez faire la promotion? C'est une bonne question. On n'a pas beaucoup entendu parler, je sais pas, de bonheur, par exemple, ou trop entendu parler de bonheur, parce que c'est peut-être pas un moment où on devrait être heureux, ou peut-être ça va peut-être rester une question ouverte, mais je me demandais s'il y avait des mots qu'on n'avait pas suffisamment entendus. Guérison, peut-être? Ah! On parle peu des gens qui guérissent. Pourtant, il y en a plein. Oui, c'est très juste. On aime plus la liste des personnes atteintes, des personnes aux soins intensifs, que on regarde moins la liste des guérisons, effectivement. Oui, c'est peut-être un mot. Je sais pas, peut-être pour avoir une petite note optimiste aussi. Est-ce qu'il y a une dernière chose qu'on va être obligé de terminer maintenant, mais est-ce qu'on pourrait continuer, je pense, et puis on va continuer aussi, j'espère que notre rencontre va servir à alimenter les conversations, quoique parfois on a envie de parler d'autres choses aussi, mais en tout cas la réflexion un peu là-dessus. Est-ce qu'il y a une réflexion sur laquelle vous aimeriez chacun et chacune nous laisser?
Caroline te parlait de guérison. Qu'est-ce qui va nous rester de tout ça? Ben, peut-être une question plus précise. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va nous rester de cette pandémie, positive ou négative? Est-ce qu'il y a des mots qui vont nous rester? Est-ce que, si vous imaginez dans un an, j'espère qu'on va retrouver un vaccin, mais on n'est pas certain, mais, le mot vaccin aussi pourrait circuler plus. Mais qu'est-ce qui pourrait nous rester de tout ça dans le vocabulaire, dans les idées? Je sais pas, peut-être pour dire quelque chose en lien avec les termes que j'ai choisis. Moi, j'espère que les observations que les gens apportent pendant la crise au sujet des inégalités, que ça va mener à des changements durables. C'est facile pendant une crise de s'alarmer de la situation des personnes âgées, puis de dire qu'il y a des anges gardiens là, dans notre système qui s'occupent des autres. Mais moi, ce que j'espère, c'est qu'il va vraiment y avoir des actions concrètes qui vont découler de ça pour faire en sorte que les personnes vulnérables fassent l'objet d'un meilleur service, puis que les gens qui s'occupent des personnes vulnérables soient mieux reconnus socialement et économiquement. Donc, c'est ce que j'espère qu'il va rester de la crise. Moi, pour suivre Caroline, je dirais résilience. J'espère que ceux qui ont le plus souffert de toute la situation vont pouvoir rebondir psychologiquement, trouver du travail et avancer. Pour ma part, je dirais que j'espère que cette série de rencontres va durer le plus longtemps possible. Pas nécessairement au sujet de la pandémie, on pourrait parler d'autres choses aussi, une fois que ça deviendra... une fois que ça fera partie du passé, disons. Absolument. D'accord, merci. Alors, on doit se laisser là-dessus, mais merci Laure Dubreuil, Caroline Durand et Juliane Thomas. Merci d'avoir participé à cette discussion qui était la première. Donc, ça brisait la glace donc de notre série Let's Chat, Conversons. Et c'était le petit dictionnaire dialogué de la pandémie, mais il y en aura d'autres les prochaines semaines aussi, sur la pandémie, sur la COVID et, espérons-le, sur autre chose aussi, à un moment donné. Donc, c'est ça, les rencontres. La prochaine rencontre, c'est sur la science-fiction. Et en fait, ça va être affiché là, sur la page Facebook du département. Et il va y avoir aussi d'autres rencontres peut-être les semaines suivantes qui vont plus se faire en langue anglaise. Donc, comme je disais au début, ça va alterner. Mais merci beaucoup. Passez une bonne journée. Il fait très beau dehors. Alors, allez... il fait beau où je suis. On n'est pas tout le monde au même endroit. C'est la beauté aussi de la pandémie. Mais passez une belle journée. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. À la prochaine.